l'impunité de la corruption privée. Il faut avoir conscience que la corruption privée n'est véritablement incriminée en droit français que depuis la loi du 4 juillet 2005. Et on a attendu 1919 pour incriminer la corruption de salariés. De 1919 à 2005, les seules personnes qui pouvaient tomber sous le coup de la corruption étaient, privées bien sûr, étaient les salariés. Étaient mis de côté notamment les professions libérales et notamment les avocats, les commissaires aux comptes. Toute une série de professions qui pouvaient être intéressées par la corruption privée. C'est un droit qui restait malade aussi de ses contradictions. On réprime depuis 1810 la corruption publique. Mais jusqu'à la loi du 30 juin 2000, on a encouragé fiscalement la corruption étrangère. Il faut quand même se rappeler ce point de droit extraordinaire, de voir des pots de vin être déductibles fiscalement et être qualifiés de frais commerciaux exceptionnels. Ils étaient effectivement exceptionnels. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, étaient totalement fictifs, et on oublie de le préciser. On nous dit, finalement, ces frais commerciaux exceptionnels ne tombaient sous le coup d'aucune qualification pénale, ce qui est totalement faux, puisque la plupart du temps, ces frais commerciaux exceptionnels étaient nécessairement gonflés pour donner naissance à des rétrocommissions. Et en réalité, ces frais commerciaux exceptionnels qui étaient gonflés artificiellement constituaient tout simplement de la fraude fiscale. Et ceux qui en bénéficiaient n'étaient rien d'autre que des receleurs de fraude fiscale. Un droit également malade de ces non-dits. Quand on reprend le texte, il a fallu attendre 2007 pour que, expressément, on incrimine non seulement la corruption pour soi-même, mais également la corruption pour autrui. Le texte l'admettait implicitement, mais pas explicitement. Et un certain nombre d'auteurs, de praticiens, je dirais, on va dire du côté des avocats, considéraient que, de ce fait, le financement des partis politiques ne tombait pas sous le coup de la loi pénale, s'entend. Malade de ces non-dits, heureusement, on a réécrit ce texte. En près de 2 siècles, ce ne sont pas moins de 13 réécritures du texte. Si un étudiant nous faisait cela dans une copie, on lui mettrait 0. Le législateur, lui, a repris les textes à 13 reprises. Nous en sommes à plus d'une trentaine de textes d'incrimination qui ne sont pas d'une lecture très aisée. On constatera une chose, c'est que le salut juridique du malade n'est pas venu du législateur national, il est venu de l'internationalisation de l'incrimination de la corruption. Et progressivement, sous la pression du droit international, on a vu les sphères d'impunité se réduire en 2005, en 2011. Quand je donne comme date 2005, c'est parce que, effectivement, 2011, pardon, on a supprimé enfin la condition d'antériorité du pacte de corruption avec la loi du 17 mai 2011. Il a fallu qu'on s'y reprenne quand même à 3 fois, puisque la loi du 30 juin 2000 n'était pas d'une extraordinaire clarté, pas plus que la loi du 4 juillet 2005. Et enfin, nous avons eu la loi du 17 mai 2011 qui a confirmé que l'on pouvait incriminer la corruption sans réprimer la corruption, sans rapporter la preuve de l'antériorité d'un pacte de corruption. Également, on notera que les incriminations ont fini par gagner, c'est vrai, en précision et à davantage se conformer à l'idéal de clarté et de précision qui est porté par le principe de la légalité criminelle. Donc les incriminations ont progressé, mais des faiblesses, bien sûr, persistent. Et on peut constater que le droit de la corruption, et très singulièrement le droit processuel de la corruption, est un droit faible. La cause de cette faiblesse réside dans le défaut d'analyse systémique du phénomène de la corruption. Il faut reprendre cette idée de corruption et asséner cette idée qui me paraît essentielle, à savoir que la corruption n'est pas un comportement criminel. La corruption n'est pas non plus un ensemble de comportements criminels. La corruption
est un comportement criminel dont la réalisation est rendue possible par un ensemble de comportements criminels, ce qui n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, la corruption est un système au sens où on l'entend dans le langage économique, à savoir un ensemble de dispositifs mis en œuvre en vue d'atteindre un objectif donné. Et l'analyse systémique est la seule à pouvoir rendre compte de façon pertinente du phénomène de la corruption. Il reste à savoir si le droit de la corruption intègre ou non cette analyse systémique. Ça serait la première hypothèse, ou deuxième hypothèse, si le droit de la corruption dessert totalement l'analyse systémique de la corruption. Alors, il faut, dans un premier temps, se tourner vers le droit substantiel, notre code pénal, et nous nous tournerons ensuite vers le code de procédure pénale. Alors, il est tout à fait certain que le droit substantiel de la corruption a sensiblement progressé dans l'appréhension du phénomène de la corruption comme un système. Le progrès a consisté à associer à l'incrimination élargie de la corruption des incriminations situées en amont et en aval de la corruption. On a parlé tout à l'heure, et je partage entièrement cette opinion, de 3 cercles d'incrimination. Il y a, c'est vrai, le premier cercle, les délits de corruption à proprement parler. Il y a, c'est vrai, ce second cercle d'incrimination qui se situe en amont des délits de corruption et en aval des délits de corruption. En amont, nous avons de nouveaux délits obstacles, je songe au délit de favoritisme, et en aval, nous avons un nouveau délit de conséquence qui est nouveau, oui, ça date uniquement de la loi du 13 mai 1996, le délit de blanchiment. Donc, en amont, en aval, nous pouvons, en prenant le code pénal, avoir conscience que la corruption est bien un système. Au-delà de ce premier cercle, de ce deuxième cercle, il y a un troisième cercle. Et ici, ce n'est pas un progrès législatif, je dirais que c'est un progrès jurisprudentiel. Parce que nous avons vu la pratique judiciaire se saisir de toute une série d'incriminations qui pouvaient apparaître comme étant périphériques par rapport au délit de corruption, mais qu'il était essentiel de mobiliser. On a ainsi mobilisé les incriminations de faux et d'usage de faux. On a mobilisé le délit d'ABS. On a mobilisé le délit de recel. Alors bien évidemment, cette mobilisation a été très critiquée et on a reproché aux juges de se livrer à une instrumentalisation de ces incriminations de droit commun pour lutter contre la corruption. Je crois que cette critique adressée aux juges, de ce point de vue, n'est pas recevable. Elle n'est pas recevable pour 2 raisons. Parce que d'une part, le faux et l'usage de faux restent encore l'incrimination la plus adaptée pour s'attaquer à une technique éprouvée, la technique des fausses factures, la technique des faux contrats. Il n'y a que les juristes actuellement pour s'interroger sur le point de savoir si une fausse facture est constitutive d'un faux. Sachez que c'est une question qu'on retrouve fréquemment débattue. Or, il me semble que dès lors qu'une facture sert à justifier un mouvement comptable, elle est destinée à rapporter la preuve d'un fait, d'un flux financier, et qu'à l'évidence, elle constitue un faux. Posez la question dans n'importe quelle enceinte, est-ce qu'une fausse facture est un faux? On vous regardera, bien évidemment, en vous faisant comprendre que vous devez souffrir d'un trouble psychique ou neuropsychique. C'est une évidence, mais qui n'est pas apparue telle qu'elle à certains juristes. Le dévoiement du délit d'ABS. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle et moi, la corruption et l'ABS? Comment lutter contre la constitution des caisses noires si ce n'est au moyen du délit d'ABS? Cela paraissait parfaitement logique. Et en plus, si on s'interroge sur les motifs profonds du recours à ce troisième cercle d'incrimination, on comprend quel était le but. D'une part, on allait rechercher des qualifications parce que les poursuites en matière de corruption, stricto sensu, étaient impossibles. Pour souvent des difficultés probatoires, lorsque nous avions encore l'exigence de l'antériorité du pacte de corruption. Et le second motif, parce qu'on oublie de le dire, mais jusqu'en 2008, le délit de corruption n'était pas considéré comme étant une infraction clandestine. Là aussi,
Il n'y a que les juristes pour affirmer que la corruption n'était pas, jusqu'en 2008, une infraction clandestine. J'y reviendrai. En revanche, on allait rechercher du côté du recel, infraction continue, ce qui permettait de préserver les poursuites. Et on allait rechercher le délit d'ABS qui, lui, à l'époque, faisait partie de la catégorie des infractions clandestines. Donc il était parfaitement logique que la pratique judiciaire s'oriente vers des qualifications permettant d'obtenir un résultat tangible. L'avantage de cette attitude des tribunaux a été de mettre en exergue, à mon sens, les insuffisances du droit processuel de la corruption. Le législateur réagit. Il supprime l'antériorité du pacte de corruption en 2011. Et la Chambre criminelle revire en 2008 avec un arrêt tout à fait essentiel, l'arrêt M, puisque nous sommes tenus à l'anonymat, d'un secrétaire général de la zone défense Paris, député européen au surplus, également préfet. C'est l'exemple type que l'on peut fournir aux étudiants lorsque l'on veut désigner une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée de mission de service public ou investie de mandat électif public. Le sieur Marchiani possédait ces trois qualités. J'ai levé l'anonymat. L'autre avantage a été de permettre de prendre conscience que la lutte contre la corruption ne peut être efficacement menée qu'en étendant la répression à l'ensemble des délits qui concourent à la consommation du délit de corruption. Ce matin, on vous a exposé, Gilles Dutheil l'a fait, la technique fameuse du back-to-back, où on découvre que par cette technique, on va pouvoir octroyer un avantage indu. Vous avez toute une série de flux financiers qui seront dirigés d'une entreprise vers le patrimoine d'un corrompu. Vous constaterez que c'est une technique qui est redoutable, qui va supposer la commission d'un ABS, qui va supposer la réalisation de faux, d'usage de faux, le tout matiné de recel, auquel on associe des délits de blanchiment, auxquels se surajoutent des faux et usages de faux, notamment lorsqu'on va actionner pour de faux la caution. 7 liens indirects, autant de qualifications, soit au total 10 qualifications pénales possibles. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'on ne peut pas analyser le délit de corruption indépendamment des infractions qui sont susceptibles de la générer. Le droit substantiel, de ce point de vue, permet de rendre compte de la complexité du phénomène de la corruption. Il permet de donner un nom à chacun des comportements associés à la corruption. On s'aperçoit donc que la complexité des mécanismes associés à la corruption est bel et bien saisie par le droit substantiel. Et on constate que le droit substantiel intègre l'analyse systémique de la corruption. Et mieux, on peut dire qu'il en confirme la pertinence. La question est de savoir, certes nous avons le code pénal, qu'en est-il du droit processuel? Qu'en est-il du code de procédure pénale? On a souvent souligné que le droit processuel aurait progressé. Parmi les progrès réalisés, il y aurait, il faut le mettre au conditionnel, l'accroissement des pouvoirs accordés aux enquêteurs à partir de 2007. Dans le futur, on évoque l'extension du droit des associations, j'y reviendrai, l'extension du droit d'alerte, ou encore la création d'un parquet financier à compétences nettement élargies. Ce sont les apparences. Et les apparences, en la matière, sont extrêmement trompeuses parce que les règles de droit processuel ne rendent absolument pas compte de la dimension systémique du phénomène de la corruption. Le droit processuel souffre ici d'un défaut qui est rédhibitoire et qui obère l'efficacité de la lutte contre la corruption. Dans un premier temps, je démontrerai le défaut d'analyse systémique de la corruption en droit processuel français et j'envisagerai dans un second temps la nécessité d'une analyse systémique de la corruption. Tout d'abord, le défaut d'analyse systémique. Nous sommes en présence d'un droit processuel qui ignore la dimension systémique de la corruption, et ce jusqu'à l'absurde. Qu'est-ce qu'une infraction au sens
Qu'est-ce qu'une infraction de corruption au sens du droit processuel? Que nous dit-on? Lorsque je prends le code de procédure pénale, je découvre deux choses. Je découvre que le délit de corruption n'est pas une infraction qui appartient à la catégorie des infractions de délinquance et de criminalité organisée, ça aussi, plus que surprenant. Et je découvre ensuite que le délit de corruption privée n'est pas une infraction économique et financière. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le discours législatif actuel. C'est ce que nous dit le Code de procédure pénale. Reprenons ces deux éléments. On aurait pu espérer que cette infraction soit inclue dans une catégorie d'infractions, elle-même obéissant à un ensemble de règles communes pour assurer l'efficacité de la lutte contre la corruption. On constate qu'à l'article 706-73, que l'on doit à la loi Perben II, qui est venue doter un certain nombre d'infractions de règles spécifiques, eh bien, le délit de corruption n'y figure pas. Reprenez la liste des infractions de l'article 706-73, on ne retrouve pas les délits de corruption publique ni les délits de corruption privée. Comment justifier cela? Il faut se tourner du côté des travaux préparatoires. Et là, c'est assez difficile de ne pas sourire. On nous expliquait qu'il n'était pas nécessaire, pas possible, de faire figurer le délit de corruption à l'article 706-73. Donc on ne pouvait pas considérer la corruption comme étant une infraction de délinquance et de criminalité organisée parce qu'elle était insuffisamment grave. Chose pour le moins étonnante, quand on sait que figure à l'article 706-73 le blanchiment. Et quand on connaît le lien entre le blanchiment et la corruption, c'est absurde. Comment peut-on dire que l'infraction d'origine n'est pas suffisamment grave pour être digne de figurer dans cette partie-là du code et admettre la présence du blanchiment? C'est un non-sens. Alors on pourrait se dire, c'est une bévue du législateur, une de plus après tout. Pas du tout. Lorsqu'on prend les travaux préparatoires, il y a eu plusieurs amendements qui préconisaient justement d'introduire le délit de corruption. Et à chaque fois, ces amendements ont été purement et simplement rejetés. Donc c'est bien la volonté du législateur que de refuser d'assimiler cette infraction de corruption à une infraction de délinquance et de criminalité organisée. Si l'on prend l'article 704 du Code de procédure pénale, qui est consacré aux infractions économiques et financières, on découvre que le délit de corruption privée est absent. Vous ne trouverez pas dans la liste des infractions l'article 445-1. Et là aussi, c'est absurde. Parce que par contre, on va intégrer les infractions du Code de commerce. Or, il y a dans le Code de commerce des infractions qui intéressent certaines hypothèses de corruption privée. La corruption privée qui intéresse les obligataires et les actionnaires. C'est un texte qui est très rarement mis en œuvre, mais c'est totalement incohérent de nous dire non à la corruption privée de façon générale, oui, de façon spécifique, et encore par accident. Donc ici, le seul salut qui est offert par le texte, à propos des infractions économiques et financières, c'est d'y adjoindre les infractions connexes. Alors effectivement, dans la mesure où le blanchiment en fait partie, on va pouvoir y intégrer la corruption privée. Mais on est obligé de passer par le mécanisme de la connexité, mais on ne nomme pas en tant que telle la corruption privée comme étant une infraction économique et financière. Alors, bien évidemment, c'est un dispositif qui, de ce point de vue, est totalement incohérent. On verra que c'est une situation qu'il est très facile de corriger. Alors, non seulement on ignore l'analyse systémique de la corruption, parce que finalement, on empêche le regroupement d'infractions liées les unes aux autres à un même phénomène, le phénomène de la corruption, mais pire, on fait parfois obstacle à l'analyse systémique de la corruption. Prenons deux exemples. On va constater une chose, c'est qu'il y a une inégalité qui affecte l'action publique et une inégalité qui affecte l'action civile. Une inégalité qui affecte l'action publique et qui est incompréhensible là aussi. C'est l'inégalité de la prescription de l'action publique. Nous avons une théorie qui est en danger. Alors on parle de la crise de la prescription de l'action publique, c'est aussi, pour ceux qui tentent de l'étudier, une crise de nerfs au bout d'un moment, parce que c'est un droit qui devient incompréhensible. Mais je crois qu'il faudrait surtout parler de la mise en danger de la théorie des délits clandestins.
La théorie des délits clandestins, elle est très simple. Ça consiste à dire, on va situer le point de départ du délai de prescription d'une infraction clandestine au jour de sa découverte, et non pas au jour de sa commission. C'est une question de bon sens. Malgré tout, c'est une théorie qui est combattue. Alors, c'est selon. Nous avons des rapports sénatoriaux ou rapports Coulon. On nous explique qu'il faut supprimer cette théorie. Pourquoi ? Parce que cette théorie est impossible à définir. Du moins, l'infraction clandestine est impossible à définir, alors qu'il me semble que nous savons tous ce qu'est un faux contrat, une fausse facture, et nous avons des critères très précis pour établir la dissimulation d'une infraction. Eh bien, cette théorie des délits clandestins, jusqu'en 2008, la Cour de cassation a refusé de l'appliquer. Monsieur le procureur, vous avez fait état de mes interventions à l'ENM, et effectivement, c'est une question que l'on a beaucoup débattue dans le cadre de ces formations-là, et je me rappelle la présence d'un doyen de la section financière de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui expliquait au juge du fond présent qu'il fallait à tout prix faire application de la théorie des délits clandestins aux délits de corruption. Et que ce faisant, la Chambre criminelle les suivrait. C'était avant 2001. Des juges du fond, bon élève, ont suivi le conseil. Et ont fait application de la théorie des délits clandestins aux délits de corruption. Et notamment, il y a un arrêt intéressant qui concerne le délit de corruption privée. Qu'a fait la Chambre criminelle en 2001 ? Elle a cassé l'arrêt des juges du fond. Espoir déçu. En 2008, enfin, la Cour de cassation admet que l'on peut faire application de la théorie des délits clandestins à la corruption. C'était certes le trafic d'influence, le cousin de la corruption, mais en 2009, on admet l'application de la théorie des délits clandestins. Et en plus, ici, c'était quelque chose de tout à fait évident dans l'affaire Marchiani, puisque l'on avait un faux contrat, auxquels étaient associées de fausses factures, avec des actes juridiques simulés et toute une série d'intervenants qui n'avaient d'intervenants que le nom. On avait même une dissimulation du produit de l'infraction, puisqu'on a retrouvé cela sur un compte en Suisse qui avait été ouvert au bénéfice d'une fondation compte qui était régulièrement ponctionné par les enfants Marchiani. On avait tout des éléments de dissimulation. Il était évident qu'on était en présence d'une infraction clandestine. Alors on pourrait se dire, bon, mais très bien, la question est réglée. Pas du tout. Pas du tout, parce que cela ne concerne que le délit de corruption lui-même. Examinons la prescription du faux, de l'usage de faux. Il faut rappeler une chose, c'est une infraction instantanée. C'est une infraction instantanée, le faux. Et l'usage de faux également, alors que par définition, cela procède d'une dissimulation de la vérité, puisqu'on altère la vérité. Mais la Cour de cassation, là-dessus, est très ferme. Elle continue à nous dire que c'est une infraction instantanée. Si on prend le délit d'ABS, qui était une infraction clandestine, on a modifié la jurisprudence en la matière, à partir de la jurisprudence Schmitt. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est la complexité de cette jurisprudence. Alors on nous dit, le point de départ se situe quand ? Au moment de la présentation des comptes sociaux annuels, sauf dissimulation. Pendant 4 ans, on s'est demandé si la notion de dissimulation était une question de droit ou de fait, relevée d'un contrôle complet de la Cour de cassation ou relevée de l'appréciation souveraine des juges du fond. On peut comprendre ensuite l'hésitation des juges du fond à utiliser la notion même de dissimulation. On aurait voulu compliquer leur tâche, ce ne serait pas pris autrement. Un autre délit, le blanchiment. Qui est capable de dire actuellement où se situe le point de départ du délai de prescription en matière de blanchiment ? Le blanchiment, 2 faits de blanchiment sont associés dans le texte. On vise quoi ? La justification mensongère de l'origine d'un bien. Comment est-ce qu'on justifie mensongèrement ? Avec un faux. Alors, instantané ou pas instantané ? Le deuxième alinéa du texte vise le blanchiment par placement, par dissimulation. Un placement n'est pas nécessairement une dissimulation. Est-ce que l'on aura dans un cas une infraction instantanée, dans l'autre cas une infraction clandestine ? On ne peut pas se saisir globalement du phénomène de la corruption avec des régimes de prescription totalement éclatés. Si on avait une analyse systémique du phénomène, on soumettrait à l'ensemble des infractions au même régime. Inégalité également, toujours au niveau de l'action publique, des défendeurs à l'action publique. Alors ici, comment ne pas citer l'arrêt Charles X, ministre de l'Intérieur, c'est la formule employée dans le texte que Gilles Dutheil traduira par Charles Pasqua, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Cet arrêt est extraordinaire. On voit un directeur de casino être condamné pour corruption active,
pour avoir versé une somme d'argent conséquente au ministre de l'Intérieur, et la Cour d'appel de Paris, à juste titre, va dire si vous avez versé cette somme, c'était pour obtenir un acte de la fonction. Point. Le scénario se modifie légèrement devant la Cour de justice de la République, où là on nous explique qu'on a pu parfaitement recevoir 600 000 francs à l'époque, mais que les 600 000 francs en question n'ont pas nécessairement déterminé un acte de la fonction. Est-ce à dire que le prix était trop faible? J'en sais rien. Toujours est-il que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, il y a un pourvoi, et la Cour de cassation, en Assemblée plénière, très courageusement, va répondre que finalement, cet élément relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'elle n'exercera pas de contrôle. Résultat du jeu. On a un corrupteur, un corrupteur qui est condamné, un corrompu qui est relaxé. Comment peut-on rendre compte de l'ensemble du phénomène de la corruption avec un éclatement contentieux pareil? On comprend bien que ce privilège de juridiction ne tient pas. Une inégalité ensuite qui affecte l'action civile. Si on regarde les victimes, la situation des victimes de la corruption, il ne faut surtout pas être victime d'un acte de corruption commis par un ministre, puisque l'action civile devant la Cour de justice de la République n'est pas recevable. Ni par la voie de l'action, ni par la voie de l'intervention. Il ne vous reste, non pas que les yeux pour pleurer, mais le juge civil. Comment va-t-on pouvoir rendre compte du phénomène dans son ensemble, avec d'un côté une juridiction politico-répressive, une juridiction de droit commun, et des victimes un peu perdues qui se demanderont devant quel juge se rendre? Et ça, c'est dans les textes même de la Cour de justice de la République où on nous dit que l'action civile n'est pas recevable. Point barre. Il faut, vous l'aurez compris, se doter d'une vision systémique du phénomène de la corruption en droit processuel. Alors, ici, il suffira d'opérer deux réformes. Ça ne me paraît pas très compliqué. Pour une fois qu'on a des réformes faciles à mener, élargir les termes de l'article 706-73 du Code de procédure pénale et non pas faire comme on a fait de façon ridicule avec la loi de 2007 qui a consisté à dire, alors, c'est toujours pas digne de figurer à l'article 706-73, mais par contre, on va faire figurer, c'est très compliqué, les délits de corruption publique parmi les infractions économiques et financières, et pour certaines d'entre elles, certains pouvoirs attachés à la loi Perben II seront étendus à la corruption publique. On ne s'y retrouve pas. C'est un véritable travail de gribouille. Ensuite, élargir les termes de l'article 704, là aussi, ça ne présente aucune complexité. À mon sens, la réforme la plus importante à mener serait justement de reprendre les règles de prescription de l'action publique. Alors ici, je crois qu'il faut consacrer la théorie des délits clandestins. Alors là, vous savez aussi que dans le cadre des projets actuels, elle apparaît, elle disparaît, on ne sait pas trop où elle en est. Il faut faire en sorte, effectivement, de consacrer cette théorie, et je crois qu'il suffirait de s'inspirer de la jurisprudence à propos du recel d'ABS et d'abus de confiance, et j'en terminerai là. Il faut que les infractions liées au délit de corruption, pour reprendre la formule de la Cour de cassation, il faudrait dire les infractions liées au délit de corruption ne sauraient commencer à se prescrire avant que les délits de corruption ne soient apparus ou aient pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Et dans ce cadre-là, on pourrait préserver des poursuites concernant l'ensemble des infractions associées au phénomène de la corruption. Également, il faut procéder à la suppression de la Cour de justice de la République, c'est tellement évident, je crois que... Il paraît que c'est en cours, on peut toujours rêver. Il faut supprimer également la requête du ministère public à l'article 435-6 du Code pénal en matière de corruption publique internationale hors Union européenne. Les constitutions de partie civile ne sont pas possibles. Les poursuites doivent avoir lieu à la requête du ministère public. Justification du Sénat, c'est pour éviter les abus de constitution de partie civile. Autrement dit, on supprime un droit pour éviter un abus. Supprimons le droit de propriété, nous n'aurons plus de troubles anormaux de voisinage. La dernière réforme simple à mettre en œuvre, c'est effectivement, comme l'a très bien dit Philippe Bonfils, c'est la consécration d'un droit pour les associations de se constituer partie civile. Mais là, je crois que, il faudra se mettre d'accord sur le dispositif. Il faut s'inspirer de la jurisprudence Karachi. Il faudrait, ça me paraît assez simple, pour assurer justement des poursuites d'ensemble,
il suffirait de reprendre la formule de cet arrêt et de dire que les parties civiles sont recevables à mettre en œuvre l'action publique pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se rattachent au délit de corruption par un lien d'indivisibilité. Et on aurait réglé la question. On pourrait poursuivre la corruption et l'ensemble des infractions qui se rattachent indivisiblement du phénomène lui-même. Autrement dit, vous l'aurez compris, le droit processuel de la corruption se situe à rebours de l'analyse systémique du phénomène de la corruption. C'est donc nier la corruption dans sa véritable dimension sociologique et juridique. Et je crois, c'est ainsi que je conclurai, que le droit processuel de la corruption sera systémique ou ne sera pas. Je vais tout de suite passer la parole à M. Charles Duchesne, qui interviendra sur l'appréhension des patrimoines criminels, évidemment en lien avec le thème d'aujourd'hui, celui de la corruption. Et peut-être qu'il aura d'ailleurs quelques mots à dire sur cette appréhension systémique de la corruption dans la pratique judiciaire, parce que ce que ne nous donne pas finalement le texte, ce que le texte ne nous livre pas spontanément, la ruse du magistrat finalement peut y parvenir. Merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je vais sans doute vous décevoir parce que d'abord je ne vous dirai pas tout. Ensuite, je ne vous le dirai pas aussi bien que les universitaires qui sont passés avant moi parce que c'est leur métier. Moi, ce n'est pas le mien. Le métier de juge consiste à écouter plus qu'à parler. Mais je voudrais quand même répondre au professeur Second en lui disant que je partage essentiellement ce qu'il a dit, mais qu'au-delà de toutes les réformes légales qu'on peut envisager, c'est une révolution culturelle qu'il faudrait faire parce qu'on est dans un pays de pouvoir et pas dans un pays de droit. Tous les événements que nous constatons depuis des décennies le démontrent très largement. Et c'est une véritable révolution culturelle qu'il faudrait faire. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un révolutionnaire. Mais je m'en tiendrai là. Je brûlais de répondre à un tas de choses, mais je n'ai pas été invité pour ça. Compte tenu du thème général de ce colloque, c'est évidemment par le seul prisme de la corruption que j'évoquerai le recouvrement des avoirs criminels. Et par souci de simplification, j'embrasserai sous ce terme de corruption l'ensemble des délits d'atteinte à la probité prévus, alors excusez-moi, c'est un peu hermétique pour ceux qui n'ont pas un code sous les yeux, mais au titre 3, chapitres 2, 3 et 5, et au titre 4, chapitre 5 du Code pénal, sur lequel je reviendrai tout à l'heure très brièvement. Je ne vous parlerai pas non plus en 25 minutes de la corruption des âmes et des mœurs, qui est pourtant sans doute la cause profonde de cette corruption des comportements par l'argent. Je ne veux pas jouer le père la vertu, mais la corruption dont on parle et qui recouvre au sens commun du terme d'autres atteintes à la probité traduit en effet le singulier rapport entre l'argent et le pouvoir. En séparant le pouvoir et l'argent, on supprimerait sans doute la corruption, et c'est ainsi qu'Aristote disait que le point le plus important, quelle que soit la Constitution, c'est que les lois et les autres institutions politiques soient organisées de telle sorte que les fonctions publiques ne puissent être une source de profit. Alors, est-ce que c'est possible ? Je crois que non. Si certaines précautions peuvent être prises pour éviter ces relations dangereuses entre le pouvoir et l'argent, les opérations se lient rarement dans une relation directe entre corrupteurs et corrompus, comme celle que nous expose le Code, mais font souvent intervenir d'autres acteurs qui, en périphérie de cette relation, vont être les vecteurs de flux illicites, dans le temps parfois très en amont ou très en aval de la relation fautive, et dans l'espace souvent ailleurs et tellement loin que la justice, dans une approche macroscopique, et parfois même microscopique, parce que la justice est sérieuse, approche donc macroscopique ou microscopique de l'événement, ne bénéficiera pas toujours du recul et de la hauteur de vue nécessaires pour apercevoir la contrepartie. C'est ainsi que de nombreuses infractions de favoritisme seront soumises à l'examen des juridictions, l'existence de la contrepartie nécessaire à la caractérisation du délit de corruption n'ayant pu être démontrée. On a beaucoup d'affaires de favoritisme parce qu'on constate beaucoup d'attributions de marché qui paraissent douteuses. Il est bien rare que l'on arrive à démontrer, et pourtant c'est toujours le cas, parce que les décideurs qui font du favoritisme sont rarement des gens désintéressés. Il est bien rare qu'on n'ait pas une contrepartie, mais on n'arrive pas à la trouver. Alors, avant d'entrer dans le problème de cette appréhension des patrimoines criminels, je voudrais apporter quelques précisions terminologiques.
Je vous parlerai des patrimoines criminels, mais pas des patrimoines des criminels, puisque la loi française ne permet pas d'appréhender autre chose que le produit de l'infraction, l'instrument ou l'objet de l'infraction, c'est-à-dire que notre loi ne nous permet pas d'aller appauvrir l'auteur de ces infractions au-delà de cet enrichissement illicite. Je me conformerai à la terminologie internationale en vous parlant d'avoir criminel, ce qui effectivement recouvre indistinctement les produits du crime et les produits des délits, nos délits nos infractions de corruption étant pour l'essentiel des délits. Et le sujet qui m'a été confié, quel que soit son intitulé, m'amènera à circonscrire mon propos à la seule récupération des avoirs criminels, au recouvrement des profits illicites, sauf évidemment à travers le prononcé d'une peine d'amende qui permet d'aller au-delà et de véritablement faire des prélèvements sur le patrimoine des personnes condamnées. Il est important de rappeler que la confiscation d'un bien ne peut jamais intervenir lorsque sa restitution à une victime dépossédée ou à un tiers de bonne foi est possible. Et l'appréhension des produits de la corruption aura prioritairement pour objet la restitution à la victime. C'est d'ailleurs l'objet de l'article 51 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de Mérida, qui présente la restitution des avoirs comme un principe fondamental de ce texte. Qu'il s'agisse de réparer en restituant les produits à la victime ou aux fautes de victimes existantes ou identifiées en dépossédant le condamné au profit de l'État, ou qu'il s'agisse de sanctionner en dépossédant le condamné de l'instrument qu'il a utilisé pour commettre l'infraction ou ce qui n'est pas permis en matière de corruption en le privant de tout ou partie de son patrimoine, la seule voie légale en matière pénale est celle de la confiscation. La récupération des profits illicites, qui constitue seulement une réparation, une remise en état, aurait fort bien pu ne pas être soumise au régime des confiscations et, partant, ne pas être considérée comme une peine, de sorte que cette mesure, comme c'est le cas dans d'autres pays, aurait pu revêtir un caractère civil ou autonome et n'être pas étroitement liée et donc subordonnée à l'exercice d'une action publique. C'est pourquoi la jurisprudence a admis que la confiscation, qui consiste en droit français en la dépossession définitive, prononcée par un tribunal au profit de l'État, d'un bien ou d'un droit, quelle que soit leur nature, pouvait revêtir un caractère réel ou un caractère personnel. Cette confiscation revêt un caractère réel lorsque le bien qu'elle concerne est en relation avec l'infraction. C'est le produit, l'objet ou l'instrument de l'infraction. En revanche, la jurisprudence considère que la confiscation a un caractère personnel lorsqu'elle porte sur un élément du patrimoine de la personne condamnée, sans relation existante, ou en tout cas sans relation démontrée, avec l'infraction poursuivie. Ces confiscations, dites patrimoniales ou dites élargies dans notre jargon judiciaire, qui sont prévues d'une manière générique par l'article 131-21, alinéa 6 du Code pénal, qui fait référence à des textes spéciaux de répression et qui seuls constituent de véritables peines, puisqu'elles affectent des éléments de patrimoine et donc appauvrissent le condamné, ne trouvent pas à s'appliquer en matière d'atteinte à la probité, faute précisément de textes particuliers le prévoyant. Donc, pour résumer et pour simplifier, il existe dans notre droit, pour les infractions les plus graves, une possibilité donnée, sous réserve de l'existence d'un texte, évidemment, donner au juge de prononcer la confiscation d'un certain nombre d'éléments de patrimoine. Évidemment, cette sanction doit rester proportionnée à la gravité des faits poursuivis et pour lesquels la personne est condamnée. Ce type de sanction n'existe pas en matière de corruption, et j'allais dire de corruption au sens large, où la seule possibilité d'atteinte au niveau du patrimoine est, j'allais dire, la récupération de l'enrichissement illicite des profits résultant, directement ou indirectement de la commission de l'infraction. Lorsque la loi le prévoit, comme en matière de blanchiment, par exemple, ou en matière de trafic de stupéfiants, des confiscations personnelles portant sur tout ou partie des éléments du patrimoine, qui sont donc par définition sans aucune relation avec l'infraction, peuvent être confisquées sans que l'accusation n'ait rien à démontrer, et la démonstration par le condamné de l'origine ou du financement licite des biens en question serait totalement inopérante, puisque le tribunal pourrait quand même prononcer la confiscation.
La confiscation des biens en relation avec l'infraction, seule encourue donc dans la matière qui nous intéresse aujourd'hui, est soumise au régime de la preuve, c'est-à-dire que l'accusation, en l'occurrence le procureur de la République, devra apporter la preuve que l'infraction a généré un produit, ou qu'elle a eu un objet, ou qu'elle a été commise à l'aide d'un instrument. Ces produits, objets ou instruments devront être identifiés et, pour le premier au moins, devra être valorisés. Ces preuves et ces démonstrations incomberont au ministère public, mais l'argent étant par nature fongible et les corps certains souvent l'objet de dissipation en pratique, la loi autorise fort heureusement la saisie et la confiscation en valeur, c'est-à-dire que les juges pourront prononcer la confiscation d'une valeur équivalente à celle qui serait le produit direct ou indirect du délit, sans qu'il soit besoin nécessairement de retrouver le produit ou l'objet qui est le produit de la corruption. J'y reviendrai rapidement. Parce que le propre de ces atteintes à la probité et leur dénominateur commun, c'est que leurs auteurs recherchent un enrichissement illicite, un avantage quelconque, direct ou indirect, pour eux-mêmes ou pour autrui, la sanction la plus adaptée est sans aucun doute la sanction pécuniaire. L'agent public qui négocie son pouvoir de faire ou de s'abstenir de faire agit toujours dans l'assurance ou l'espoir d'en tirer un profit ou un avantage quelconque. Et ce même agent public qui, agissant en dehors de ses fonctions, use de son influence réelle ou supposée pour obtenir d'une autre autorité publique un avantage quelconque au profit d'un tiers, attend lui aussi une contrepartie. La première des difficultés est que cette contrepartie est souvent difficile à identifier et à évaluer. Il est plus facile d'évaluer un don, un présent, que certaines formes d'avantages. La deuxième difficulté est que le corrupteur et corrompu entretiennent souvent une relation pérenne. Ils sont souvent en compte, comme diraient les commerçants, de sorte qu'il devient très difficile d'individualiser les opérations et d'isoler de façon précise l'avantage indu et la contrepartie qui lui correspond. C'est un peu le règne de la combination que l'on constate très souvent entre élus et entreprises dans les marchés publics. Et on a l'habitude de dire, il paraît que ça réveille l'auditoire, pour 2 km d'enrobé, on a toujours 1 km de dérobé. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, la corruption correspond de la part du corrompu à la recherche d'un profit dont la récupération constitue la réparation la plus élémentaire. L'article 20 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, relatif à l'enrichissement illicite, dispose que, sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale lorsque l'acte a été commis intentionnellement à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire à une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes. Alors la première difficulté, c'est que dans notre droit, en dehors de tout contexte criminel, l'enrichissement illicite ne constitue pas en soi une infraction pénale. Nous avons bien un délit de non-justification de ressources qui suppose la démonstration préalable de ce contexte par la caractérisation de relations habituelles entretenues par la personne poursuivie avec des auteurs ou avec des victimes de certaines infractions énumérées, enfin non pas énumérées par la loi, mais prévues à raison du quantum de la peine d'emprisonnement encourue. Cette infraction de non-justification de ressources permet la confiscation de certains biens dans les conditions prévues par l'alinéa 5 de l'article 131-21 du Code pénal. Cette poursuite pour non-justification de ressources peut permettre la confiscation de biens qui seraient sans relation avec l'infraction, mais dont l'origine ne serait pas justifiée. De la même manière, l'alinéa 5 de l'article 131-21 du Code pénal qui suppose une poursuite concomitante d'un crime ou d'un délit, permet également ce type de confiscation. La récupération des avoirs criminels est donc l'un des objectifs majeurs de la Convention de Mérida. Et je ne vais pas vous reprendre toutes les dispositions, mais j'allais dire que pour simplifier, la quasi-totalité des recommandations ou des dispositions de la Convention sont reprises dans notre droit. Je voudrais vous dire d'abord quelques mots sur les sanctions prévues en droit interne et ensuite je vous donnerai quelques indications sur les mécanismes mis en place au service de ce recouvrement. Alors, pour ce qui concerne d'abord les sanctions prévues par la loi,
Parmi les peines complémentaires prévues pour la répression des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, c'est le chapitre 2, titre 3, section 3, des manquements au devoir de probité, c'est-à-dire pour la répression de la concussion, de la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de la prise illégale d'intérêt, du pantouflage, des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats au marché public, et de la soustraction et du détournement de biens. L'article 432-17, troisièmement, prévoit la confiscation, suivant les modalités prévues donc, par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Donc c'est simplement le produit de l'infraction de corruption au sens large qui va pouvoir être récupéré. Aucune sanction n'est prévue, en particulier pour les personnes morales. Il est vrai que l'hypothèse d'une responsabilité pénale d'une personne morale n'est guère envisageable en la matière, puisque les auteurs de ces délits sont identifiés par la loi, qui nous énumère les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public, les fonctionnaires ou agents d'une administration publique, comptables publics, dépositaires publics, etc. Et que les faits susceptibles de leur être imputés ne sont guère susceptibles d'avoir été commis pour le compte d'une personne morale de droit public dont ils seraient les organes ou représentants. Au contraire, en général, ces infractions sont plutôt commises, j'allais dire, au détriment de la personne morale, s'il en existe une. Pour ce qui... Dernière observation sur ce point, la commission d'un délit de corruption par le représentant d'une collectivité publique a généralement en effet pour conséquence d'appauvrir la collectivité, ce qui pose d'ailleurs en pratique quelques difficultés, parce que lorsque le représentant de cette collectivité publique est toujours le représentant au moment où la somme d'argent est récupérée, ce qui n'est pas une hypothèse d'école, eh bien, on pourrait être conduit, nous, tribunaux, à restituer les fonds à la victime, c'est-à-dire à celui entre les mains duquel on les a récupérés. Ça peut parfois poser quelques difficultés, d'autant qu'on n'est pas chargé ensuite de l'affectation comptable de cette somme et du contrôle de l'utilisation qui pourra en être faite. Pour les infractions du chapitre 3, intitulé « Des atteintes à l'administration publique commises par des particuliers » et qui concernent la corruption active et le trafic d'influence commis par les particuliers et la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public, l'article 433-23 prévoit que peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Alors, on peut largement s'interroger sur le caractère facultatif de cette peine, et il conviendrait, me semble-t-il, de rendre ce type de confiscation obligatoire. Dès lors qu'il est démontré que les fonds ou les valeurs saisies sont le produit de l'infraction, eh bien, me semble-t-il, il conviendrait de les restituer. C'est pourquoi certains pays ont fait d'ailleurs de cette récupération des avoirs une mesure civile, administrative, enfin tout ce qu'on veut, mais certainement pas pénale, ce qui permet de surmonter les problèmes notamment de prescription, puisque si l'action publique est éteinte, ça n'interdit pas le recouvrement par d'autres voies. Pour ce qui concerne les personnes morales déclarées responsables pénalement, la confiscation, dit le texte, est encourue, la confiscation prévue à l'article 131-21. Le problème, c'est que 131-21, ça ne s'applique pas aux personnes morales. Ce qui veut dire que cette mesure est assez peu opérante. L'article 131-21 s'applique aux personnes physiques. C'est l'article 131-39 qui s'applique aux personnes morales. Et comme, même si on peut le déplorer en l'espèce, nous sommes dans le régime des confiscations et donc dans celui des peines, nous sommes soumis au principe de la légalité, et à défaut de texte prévoyant spécifiquement une confiscation pour les personnes morales, eh bien, on ne peut pas appliquer le texte prévu pour les personnes physiques. Pour ce qui concerne, pardonnez-moi, c'est peut-être un peu difficile à suivre, mais j'ai voulu énumérer la totalité des infractions concernées. Pour ce qui concerne les infractions du chapitre 5, intitulé « Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des communautés européennes, des États membres de l'Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques », qu'il s'agisse de corruption, de trafic d'influence, actif ou passif, qu'il s'agisse d'atteinte à l'action de la justice ou à l'administration publique. L'article 435-14 prévoit que les personnes physiques coupables de l'une de ces infractions
encourt la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. C'est le même régime que précédemment. Et pour les personnes morales, elles encourent la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 131-21. Là, on ne parle plus d'application de 131-21, mais d'application des modalités de l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Enfin, pour les infractions du chapitre 4, titre 4, corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique, l'article 445.3 prévoit que les personnes physiques encourent la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction, de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Les personnes morales, elles, encourent, outre l'amende, la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la même manière, de l'instrument ou de l'objet ou du produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Ainsi, pour résumer, les personnes déclarées coupables de corruption n'encourent dans le registre des confiscations que la peine réelle portant sur le produit, sur l'objet ou sur l'instrument, peine qui s'analyse, selon moi, davantage en une réparation, en une restitution, en une remise en état, qu'en une véritable sanction, puisqu'elle n'a pas pour effet de porter atteinte en quoi que ce soit au patrimoine des personnes poursuivies, qui pourtant, et j'y viens, sont parfois coutumières du fait et pour certaines ont accumulé de véritables patrimoines par la répétition de comportements d'atteinte à la probité. Alors, pour ce qui concerne maintenant, peut-être d'une manière un peu plus intéressante, les mécanismes de recouvrement, j'allais dire que les mécanismes de recouvrement sont ceux prévus par le titre 29 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 juillet 2010, et concernant les saisies dites spéciales. La saisie en matière de délit d'atteinte à la probité ne se singularise en rien des saisies pratiquées à l'occasion de la poursuite des autres infractions pénales. La loi prévoit seulement les modalités propres à la saisie des biens en fonction de leur nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou en fonction de la nécessité ou non de procéder à une publicité auprès des tiers, et pour leur rendre la mesure opposable. À cet égard, l'adoption d'une procédure de saisie pénale immobilière par la loi de 2010 constitue, avec la création de l'agence de gestion des biens saisis et confisqués, l'une des innovations essentielles de cette loi de 2010. La loi du 27 mars 2012 a modifié l'alinéa 9 de l'article 131-21 du Code pénal en ne subordonnant désormais plus la confiscation en valeur à l'existence d'une quelconque condition préalable et a ajouté une disposition qui permet la saisie en valeur. J'insiste particulièrement sur cette notion de saisie et de confiscation en valeur, car les profits illicites qui nous intéressent ici, les pots de vin et autres rétrocommissions, sont fréquemment, j'allais dire pratiquement tout le temps, versés à l'étranger. Par exemple, une entreprise qui va être favorisée dans l'attribution d'un marché par le représentant d'une collectivité publique va fréquemment régler une fausse facture à une société étrangère ou faire prendre à une société étrangère qui est la sienne une participation fictive au capital de sa société française pour permettre des remontées de dividendes. En tout cas, cette facture ou cette prise de participation vont permettre le transfert de fonds à l'étranger, où le représentant de la collectivité sera discrètement récompensé. Les fonds pourront lui être remis en espèces. L'expérience démontre que plus fréquemment, ils lui seront virés au crédit d'un compte ouvert au nom d'une société exotique préalablement constituée et dont il sera le bénéficiaire économique. Les flux empruntés par ces fonds seront retracés, évidemment, seront retracés. Les fonds seront parfois retrouvés sous forme d'avoirs bancaires ou d'investissements mobiliers ou immobiliers, fréquemment réalisés à l'étranger. Rien n'interdit, bien sûr, à l'autorité judiciaire de procéder. Alors, ce travail, c'est obligatoire parce que ça démontre quand même tout le cheminement des fonds, toute cette dissimulation dont nous parlait monsieur le professeur Second tout à l'heure. J'allais dire, c'est utile à l'administration de la preuve. Rien n'interdit donc à l'autorité judiciaire de procéder à ces saisies à l'étranger. Mais pourquoi
pourquoi se faire compliqué quand on peut faire simple? Rien n'interdit, s'il existe un patrimoine en France, de procéder à des mesures comparables sur des biens situés en France, ce qui est beaucoup plus facile et ce qui est beaucoup plus sûr. La confiscation en valeur depuis cette loi de 2012 n'exige plus la moindre affectation patrimoniale, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de transférer la mesure d'un bien qui aurait disparu sur un autre qui constituerait un élément présent du patrimoine. C'est une sanction en réalité pécuniaire qui peut être prononcée sans aucune affectation patrimoniale et qui sera recouvrée ultérieurement comme pourrait l'être une peine d'amende si le condamné retourne à meilleure fortune. En matière de non-justification de ressources, l'article 321-10-1 du Code pénal dispose que les personnes physiques encourent la confiscation de tout parti de leurs biens dont elles n'ont pu justifier l'origine. J'évoquais ce cas tout à l'heure. En théorie, une action identique pourrait être appliquée aux personnes condamnées pour l'une des infractions d'atteinte à la probité que nous venons d'évoquer, non pas en application de textes particuliers de répression, qui, comme nous l'avons vu, n'existent pas, mais en application d'une disposition de portée générale, qui est celle de l'alinéa 5 de l'article 131-21, et qui prévoit que lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, dont toutes les infractions d'atteinte à la probité, sauf le favoritisme, entrent dans cette catégorie-là, à condition qu'elles aient évidemment procuré un profit. La confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné, lorsque ce condamné, invité à s'expliquer sur l'origine de ce bien, n'est pas en mesure de justifier de la licéité de son acquisition ou de son financement. Une telle proposition a en pratique sans doute peu d'intérêt car, sauf disproportion flagrante entre train de vie et ressources déclarées, les personnes impliquées dans nos affaires de corruption sont généralement dans une situation matérielle qui rend quelque peu illusoire la mise en œuvre de cette disposition. L'avantage de ce texte est qu'il place l'accusation dans une situation de confort en posant une présomption d'origine illicite du bien et en faisant supporter à la personne poursuivie la charge de la preuve de l'origine licite du bien ou de son financement. De la même manière, pourquoi conviendrait-il de réserver la qualification d'association de malfaiteurs à ceux qui sentent le sang et la poudre et qui appartient à ce que nous qualifions, ce que nous appelons la criminalité organisée. Les difficultés de nos... J'ai fini dans 2 minutes. Les difficultés de nos institutions chargées d'œuvrer de concert dans cette lutte contre les infractions financières sont moins techniques et juridiques que culturelles. Et cette distinction encore opérée entre la délinquance de droit commun d'une part et la délinquance économique et financière d'autre part est totalement dépassée à supposer qu'elle ait eu un jour véritablement un sens. Cette distinction qui invite dans l'approche et dans l'organisation des moyens à négliger la dimension économique de l'activité criminelle conduit depuis des décennies à appliquer à son traitement des sanctions inadaptées et à présenter l'enquête en matière économique et financière comme une sorte de fantaisie intellectuelle qui ruinerait la statistique policière et la statistique judiciaire. Personnellement, je considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et qu'il est utile, parfois nécessaire, d'appliquer les dispositions de l'article 450-1 du Code pénal qui dispose que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé, là ça sent le sang et la poudre, ou toute entente établie, ça sent davantage la soie et le parfum. Et ce texte permet donc de poursuivre dans des conditions aggravées les personnes qui, à travers des groupements formés ou des ententes établies, donc préparent un ou plusieurs faits matériels, constitutifs d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Cette association de malfaiteurs peut parfois correspondre à une entente établie en vue de la préparation de délits successifs d'atteinte à la probité, dès lors que l'entente est pérenne et qu'elle associe un certain nombre d'acteurs. Dès lors que les délits d'atteinte à la probité s'inscrivent dans cette continuité, dans le cadre d'une entente établie, entre différents acteurs politiques et économiques, rien n'interdit de retenir les faits matériels constitutifs de cette entente comme constitutifs de cette association de malfaiteurs. Et je dirais même que ce qui me préoccupe le plus, c'est que je crois observer une mutation d'une corruption individuelle vers une corruption plus collective, vers une corruption de groupe. Et on est évidemment, comme le disait tout à l'heure le professeur Segond, dans un système qui ne laisse guère place au témoignage.
Pourquoi ? Parce que c'est difficile de témoigner contre un système qui a une certaine pérennité et qui peut représenter une certaine dangerosité, mais c'est aussi très difficile de témoigner contre un système dans lequel on est soi-même impliqué. Parce que dans un système, on est impliqué, qu'on soit honnête ou malhonnête, on finit par en faire partie, et on a parfois du mal à en sortir. L'avantage de ce texte, l'avantage de l'application de ce texte, c'est qu'il permet d'obtenir des sanctions aggravées, et notamment en matière de récupération des avoirs criminels et de confiscation et de sanctions pécuniaires, puisque si le tribunal considère que l'association de malfaiteurs existe, il peut alors prononcer des confiscations portant sur tout ou partie des éléments du patrimoine de la personne poursuivie. Je terminerai mon propos par quelques réflexions sur l'entraide pénale en matière de recouvrement des produits du crime. L'article 51 de la Convention de Mérida prévoit que la restitution d'avoir est un principe fondamental de cette convention et que les États parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard. Et les articles 54 et 55 sont d'ailleurs consacrés au mécanisme de recouvrement des biens et à la coopération internationale aux fins de confiscation. Je ne parlerai pas, sauf si vous insistez, des difficultés d'entraide rencontrées avec certains pays qui accordent l'hospitalité aux criminels et ont fait leur spécialité de la vente d'opacité et d'impunité, et qui, si vous me permettez, pour terminer mon propos, cette expression un peu familière, se sucrent beaucoup plus avec cette spécialité que votre bonne ville d'Aix avec ses calissons, Montélimar avec ses nougats ou Cambrai avec ses bêtises. J'arrêterai là les miennes. Je voulais simplement vous dire qu'en matière de corruption, les dispositions internationales privilégient la restitution aux victimes par dérogation aux règles de partage qui président habituellement en la matière, aussi bien au sein de l'Union européenne que dans les pays extérieurs à l'Union européenne depuis la loi du 27 mars 2012. Voilà, je crois avoir très rapidement achevé mon propos et je vous remercie de votre